Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, votre podcast du mardi, le podcast Ciné-Club que nous avons initié depuis la semaine dernière. Je suis comme d'habitude accompagné de mon ami Gré Pigeon. Comment ça va, Gré ? Salut Spike, écoute, ça va, nickel. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs, puisque ce concept est tout nouveau, en quoi consiste le Ciné-Club des réfracteurs ? Eh ben écoute, c'est assez simple. On a décidé de piocher dans la grande collection Criterion un film qu'on tire au sort chaque semaine. Ça nous permet de découvrir des films qui vont du début du muet jusqu'à des films très récents. Et donc cette semaine, on est tombé sur un film muet. Et oui, puisqu'on va s'aventurer au cœur de l'océan, avec les damnés de l'océan, The Ducks of New York, de son titre original, sorti en 1928, muet comme tu l'as dit, réalisé par, je vais écorcher son nom bien évidemment, Joseph von Sternberg peut-être, et avec George Bancroft, Betty Thompson et Olga Baklanova. On aura l'occasion de revenir sur toutes ces personnes avant de s'adonner à l'analyse du film. Et je te propose un petit résumé, Greg, si tu es prêt. Écoute, allons-y. Eh ben, je te le fais comme ça à l'impro. On est donc au début du XXe siècle et c'est l'histoire de Bill qui est un marin dans un bateau qu'on devine de grande ligne puisqu'il dit qu'il part pour plusieurs mois à chaque fois et c'est un marin de bas étage qui a pour mission de remplir les cheminées de charbon comme à l'ancienne, hein, évidemment. Bill, au bénéfice d'une permission au sol, va passer une nuit de débauche dans un bar, comme il en a l'habitude. Sauf que cette nuit va prendre un tournant bien particulier, puisqu'il va venir au secours d'une femme qui se jette dans la mer. Cette femme, c'est Mae. Et donc, il va la secourir. Il va aller lui chercher des vêtements, notamment, puisqu'évidemment, elle est trempée, elle doit se changer. Et ils vont nouer une romance qu'on devine un peu de circonstance au début, mais qui va prendre une tournure assez, comment on pourrait dire ? Inattendue. Inattendue, tout à fait, très bien. Voilà pour mon résumé. Écoute, c'est très bien. Avant d'aller directement en profondeur sur qui sont Joseph von Sternberg, George Bancroft et compagnie, t'en as pensé quoi de ce film ? Parce que on va pas se mentir, quand on a tiré au sort la semaine dernière un film muet, on était moyennement enthousiaste, et au final, alors, est-ce que tu étais content de ton expérience ? Écoute, c'est vrai que sans mentir à nos éditeurs et sans te mentir à toi, quand on tombe sur un film muet, c'est souvent un peu impressionnant. C'est pas forcément du cinéma qu'on a l'habitude de côtoyer tous les jours. Moi, ça m'arrive un peu avec le site. J'avais travaillé sur Fritz Lang récemment. Je dois dire que comparé à ce que j'ai vu de Fritz Lang récemment ou même d'autres expériences du cinéma muet, j'ai trouvé le film vraiment très digeste en fait et très facile à aborder. Il a une histoire simple, une histoire assez courte, qui passe énormément par l'image. C'est pas un de ces films muets où il y a beaucoup de panneaux de dialogue, c'est vraiment quelque chose qui passe par le ressenti. Et j'ai vécu quelque chose d'assez profond en même temps, je dirais. Il y a une vraie thématique sociale sur laquelle on va revenir, et puis il y a cette histoire d'amour qui, moi, m'a touché personnellement. Quant à toi ? Ouais, je te rejoins parfaitement. J'ajouterais aussi que le fait que le film soit court et très beau visuellement a bien aidé en fait. Je ne me suis pas ennuyé une seconde. C'était une de mes peurs en lançant le film. Et effectivement, comme tu le dis, il y a très peu de cartons de texte. Et tout passe par ce qu'on voit à l'écran. Et ça contribue au fait que le film est passionnant de bout en bout. Ouais, c'est assez étonnant parce que je crois que tu vas revenir là-dessus un peu plus tard, mais c'est un film qui arrive à la fin de l'ère du muet. Ah ouais, vraiment à la toute fin. Ouais, vraiment à la toute fin. Et c'est une époque où on savait que le cinéma parlant allait arriver. Et il y a beaucoup de films de cette époque-là. Je voyais dans des bonus d'autres films des historiens du cinéma qui en parlaient. Il y a beaucoup de films de cette époque-là qui justement avaient une avalanche de cartons, de dialogues, parce qu'on savait que ça allait arriver et que on allait passer par le verbe dans le futur du cinéma. Ici, c'est pas du tout le cas, hein. Vraiment, c'est quelque chose de très appréciable. Et c'est un film que moi, j'ai beaucoup aimé. Mais à qui doit-on ce film, Grey ? On va faire très rapidement. Joseph von Sternberg, pour les non-initiés du cinéma muet, c'est un très grand nom du début du cinéma d'Hollywood. Alors, il est surtout connu pour son travail, pas dans le muet, mais vraiment au début du parlant avec Marlène Dietrich.
Et il était vraiment un précurseur dans son travail sur les gros plans des visages de ses acteurs principaux, et notamment c'est lui qui a magnifié donc la grande Marlène dans les films les plus connus qu'elle a pu faire, comme L'Ange Bleu ou Shanghai Express. Donc, comme je le disais, il travaillait énormément sur les gros plans, et il travaillait aussi beaucoup sur les éclairages, ce qui était assez inhabituel pour l'époque. Et c'est lui donc qui a fait de Dietrich une star grâce à sa manière de filmer notamment ses pommettes, avec un jeu assez complexe à l'époque d'ombre et de lumière qui mettait toujours en valeur la star. Et Orson Welles, c'est très volontiers revendiqué du travail de Sternberg notamment, pour ses gros plans. Pour les jeux d'ombre et de lumière, j'y reviendrai au moment de l'analyse, mais il y a quelque chose d'intéressant justement, je trouve, dans The Dogs of New York. On y reviendra un peu plus tard, mais tu fais très bien de le souligner. Et d'ailleurs, une de ses plus belles et célèbres citations était la suivante: l'ombre est mystère et la lumière est clarté. L'ombre dissimule, la lumière révèle. Savoir ce qu'il faut révéler et ce qu'il faut cacher, et à quel degré il faut le faire, c'est tout ce qu'il y a dans l'art. Et ça résume assez bien ce que je pense de son travail, ce que j'ai pu découvrir avec ce film. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille énormément sur la lumière, et ça s'est beaucoup ressenti dans The Dogs of New York. Alors Van Sternberg, c'était pas un type très sympa, pour pas dire plus. Il était réputé extrêmement difficile, à tel point que sur un tournage début des années 50, si je ne me trompe pas, avec Robert Mitchum, ce dernier a menacé de le tuer, carrément sur le tournage. Bon, Mitchum n'était pas très facile non plus, mais donc il était réputé comme quelqu'un de très dictatorial sur ses tournages, voire plus. Un seul type. Mais bon, ça reste un grand nom d'histoire du cinéma, à tel point qu'il a quand même 9 films dans la collection Criterion, dont 6 avec Marlène Dietrich, qui était sa maîtresse à l'époque. Ok, écoute, moi je vais te parler de l'acteur principal du film, qui est aussi une personnalité pas forcément facile à saisir, on va pas se mentir, c'était quelqu'un d'assez bourru, vous allez voir, c'est George Bancroft. Alors George Bancroft, c'est vraiment avant tout un physique, c'est un de ces acteurs du cinéma muet où ça passait énormément par sa carrure, et là pour faire le marin dans The Dogs of New York, c'est vraiment parfait parce que c'est quelqu'un tout en muscles, vraiment anguleux. Alors il a souvent été d'ailleurs cantonné dans des rôles de brutes, et il va démarrer sa carrière au cinéma vers 40 ans, donc quand même assez tard, tu vois. Ouais, il a dirigé un théâtre avant de se lancer vraiment dans le cinéma, et quand il voyait les acteurs qu'il faisait travailler, en fait, il s'est rendu compte qu'il n'était pas plus mauvais qu'eux, donc il s'est mis à jouer dans les pièces qu'il produisait, puis après il a voulu se lancer dans le cinéma, parce qu'il y avait plus d'argent à se faire. Oui, évidemment, et puis il va avoir un certain succès avec ses œuvres au cinéma, parce que figure-toi qu'en 1929, il va obtenir une nomination aux Oscars pour son rôle dans un autre film de Van Sternberg, c'est Thunderbolt. Mais alors là, malheureusement, George Bancroft, sa notoriété, elle va un peu lui monter à la tête, et il va devenir vraiment insupportable sur les plateaux. J'ai presque envie de dire lui aussi, vu ce que tu nous racontais sur Van Sternberg. Van Sternberg, il était dictatorial, alors que Bancroft, il avait plutôt un bon gros melon. Oui, d'ailleurs, il y a une anecdote assez rigolote à son sujet. On a appris que dans un western, alors qu'il devait se faire tuer d'après le scénario, il a refusé de tomber en déclarant qu'il fallait plus d'une balle pour abattre George Bancroft. Il parlait de lui à la troisième personne. Effectivement. Alors un de ses derniers rôles, ce sera d'ailleurs dans un western, dans La Chevauchée fantastique de John Ford, le film qui va évidemment lancer la carrière de John Wayne et qui va le populariser. Ouais, c'est son seul caractère qui a mis un terme un peu à sa carrière. Il va finir par devenir fermier au final, et il va complètement abandonner le cinéma parce que plus personne veut travailler avec lui. Et les muscles, c'est bien pour le travail au champ aussi. Ouais. Alors dans le film, il y a aussi Betty Compson. Alors je sais pas si tu la connaissais avant de voir ce film. Moi je l'avais jamais vue avant. Moi non plus. Eh ben elle a plus de 200 films à son actif, figure-toi. Et elle était tellement populaire pendant cette période des années 20 que dès le début des années 20, elle a pas encore 25 ans, elle a commencé à travailler très tôt, mais elle a créé sa propre société de production, ce qui lui permettait de contrôler les scénarios et les financements des films dans lesquels elle tournait. Et ça lui a permis, figure-toi, de devenir l'une des actrices les mieux payées de l'époque. Au sommet de sa gloire, elle a touché jusqu'à $5,000 par semaine. À tel point qu'elle est devenue propriétaire d'une flotte de limousines de luxe, et elle les loue à Hollywood pour les tournages. Et par contre, alors, la transition avec le parlant va être un peu plus compliquée pour elle. Elle va continuer à tourner, mais elle va... c'est aussi le passage de la trentaine, ce qui est un passage difficile pour les actrices. Mais donc elle va plutôt devenir une habituée des seconds rôles jusqu'à la moitié des années 40, où elle va mettre un terme à sa carrière.
C'était alors vraiment une actrice vraiment truculente. Je vous conseille d'aller voir un petit peu sur Wikipédia sa vie, parce qu'il y a un tas d'anecdotes rigolotes à son sujet. Et elle a gagné, figure-toi, elle aussi, une nomination aux Oscars pour le film qui est sorti la même année que The Dog of New York, mais c'est pas celui-là, c'est The Barker. Et il est sorti quelques semaines après, et il était en partie parlant. Ah bah, tu vois, ça rejoint ce qu'on disait, hein, Ouais. c'est vraiment une époque de transition, la fin des années 20, où le cinéma est en train de changer, mais qui nous offre encore une belle page avec The Duck of New York. Et bah, je te propose de passer un peu à la production du film, les deux, trois notes que tu as récoltées pour nous. Ouais, ouais, alors c'est assez rigolo, j'ai noté ça parce que vraiment, on penserait pas ça possible aujourd'hui, et pour cause, hein. Figure-toi que la production du film, elle a commencé fin juin 1928, alors que le tournage, lui, a commencé quelques jours après, le 10 juillet, et tout a été tourné, on pourrait le croire à New York, mais non, ça a été tourné à Los Angeles, où ils ont recréé les décors qui ressemblaient au front de mer de New York. Alors je mentionne les dates, hein, parce que figure-toi que le film, il est sorti le 16 septembre de la même année. Donc il tourne en juillet, en Ah, septembre, c'est au cinéma. il n'y a pas les effets spéciaux d'Avatar derrière, tu veux C'est dire. ça. Eh ben, ouais, par contre, alors on peut se dire, le film est bien avant le code, le fameux code qui régulait ce qui pouvait être montré dans les films. Eh bien, on pouvait se dire que Le code Hayes, mais... voilà, le fameux code Hayes, tout allait être permis. Eh bien non, hein, dès 1922, la fameuse Motion Picture Association of America avait commencé à réglementer le contenu des films. Et il y avait notamment toute une liste de sujets à éviter. Et The Dock of New York a été un petit peu sur le fil avec cette histoire, parce que le personnage qui est interprété par Betty Thompson, le personnage de Mae, elle est décrite comme dans le script comme étant une prostituée. Et selon ce qui était permis à l'époque, alors il était possible d'utiliser un personnage qui était une prostituée, par contre il était absolument interdit de la montrer forcée à devenir une prostituée. Et aussi, il ne fallait pas qu'on voit des aspects de son travail. Donc on peut comprendre que c'est une prostituée, mais il ne fallait pas qu'on la voie travailler, en quelque sorte. Oui, d'ailleurs, on a eu une discussion, toi, moi, et puis tous les gens qui sont avec nous sur le Discord qui suivent le Ciné Club, rejoignez-nous d'ailleurs, pour savoir, parce que tu avais lu ça et tu nous en as fait part, et pour savoir si les gens l'avaient ressenti. C'est vrai que c'est quelque chose qui est presque imperceptible à l'écran. Une fois qu'on le sait, ça semble presque une évidence, ou du moins ça semble à peu près logique, mais c'est quelque chose qui est très sous-entendu dans le rendu final. Il y a une scène assez chouette dans laquelle il montre son bras pour montrer toutes les conquêtes qu'il a eues parce qu'à chaque fois il se fait tatouer le nom de la jeune fille avec laquelle il a eu une relation. Et il est très fier de ça. Il est très content. Et c'est l'homme viril, l'homme qui est fier de ses conquêtes. Et elle lui répond qu'elle a eu aussi des conquêtes, mais qu'elle n'en est pas fière. Et c'est là qu'on voit qu'elle se renferme sur elle-même. Donc on comprend soit qu'elle a eu de nombreuses aventures qui se sont mal terminées, ou alors effectivement que c'est une professionnelle de la profession, dira-t-on. Oui, d'ailleurs, quand le simple fait qu'elle se jette à la mer, au début, on pourrait croire à une peine de cœur, hein, mais là, ça donne une toute autre signification, peut-être un fantôme de la précarité. C'est un thème, je pense, on va en débattre Tout à après dans fait. l'analyse. Alors le film il est sorti à New York, donc comme je te l'ai dit, le 16 septembre 1928, et après c'est deux semaines après, il est sorti dans d'autres cinémas du pays. C'est comme ça à l'époque que ça se faisait, hein, cinéma par cinéma plutôt qu'une sortie mondialisée comme on peut avoir aujourd'hui. Et le film a très bien marché, en tout cas à New York au moment de sa sortie. On en reparlera en fin du podcast sur l'ensemble, que c'est une énorme déception en fait. Le film a été un four, et on expliquera pourquoi. Mais en tout cas, à New York, puisqu'il y a New York dans le titre, le film a plutôt bien fonctionné. Eh bien, écoute, avant de passer à l'analyse fouillée, à essayer de décortiquer des thèmes, mais en gardant cette espèce de dialogue très libre qu'on veut pour le ciné-club, un petit peu de ressenti, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai que c'est un film qui est très digeste, et donc on parlait du travail d'ombre et de lumière qui est caractéristique de Von Sternberg. Moi, je le trouve particulièrement intéressant dans ce film, parce que c'est un film qui se sépare parfaitement en deux parties. La première qui se passe de nuit, où là c'est la vie des bars, c'est la rencontre entre les deux protagonistes, et une partie de jour. Et j'ai l'impression vraiment que la volonté de Von Sternberg, c'était dans la partie de nuit de nourrir quelques illusions. On peut croire à l'amour de ces deux personnes, et dans la partie de jour, il y a une espèce de réalité qui les rattrape. Bill doit retourner sur un bateau, Mae va y avoir des déboires avec la justice, et c'est là que les vraies personnalités vont se révéler. Et c'est quelque chose que j'ai apprécié parce que c'est un film qui refuse presque le conte de fées. On peut y croire à un moment, mais il y a forcément cet instant fatidique où la fatalité va retomber sur les personnages et où ils vont être confrontés à eux-mêmes. Ils vont devoir faire un choix significatif qui va
ou non faire naître l'adhésion du spectateur. Moi, j'ai vécu ça un peu comme ça, cette alternance de jour et de nuit. Ouais, c'est très juste, hein, le soleil se lève, les faux semblants s'envolent également, tout doit disparaître et c'est le retour à la vraie vie, à la vie triste. Euh, cette nuit, en quelque sorte qu'une illusion. On verra, on voit en tout cas en spoilant un petit peu que le film se termine mieux que ce que on pourrait penser, mais c'est il y a un côté, ouais, le soleil ramène les soucis quelque part qu'on a oublié pendant la nuit. Et d'ailleurs, basculons dans l'analyse, hein, on risque de spoiler, Allez. on prévient. De toute façon, vous savez, si vous suivez les réfracteurs, que le spoil est un peu notre modo. Mais, mais c'est aussi le retour, ce qu'on évoquait un peu plus tôt, la pression du travail. Pendant une nuit de débauche, une nuit de fête, Bill va se confronter à son patron qui était maître sur le bateau, et il va lui dire textuellement, à terre, tu n'es qu'un vermisseau. Je crois que c'est comme ça que c'est traduit en français en tout cas. Mais le retour du jour va former une espèce de réunion entre les deux personnages et Bill va retourner sur son bateau. Ça rejoint encore ce qu'on disait, une fois que le jour revient, il faut retourner à sa tâche. Heureusement, Bill va se révéler être une brute au grand cœur, hein, et il va refuser sa condition. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, moi, m'a beaucoup marqué dans le film, c'est qu'il y a une espèce de peinture en introduction. Tu sais, c'est ces premières scènes sur le bateau où ils sont tous au four du bateau en train de charger le charbon. Moi, cette scène, elle m'a vraiment Oui, fait penser à Sisyphe, hein. C'est vraiment le travail ingrat par excellence, sans fin, oui. qui ne doit jamais s'arrêter parce qu'il faut faire avancer le bateau. À se demander d'ailleurs quel plaisir ils peuvent ressentir à effectuer ce travail, parce il est fier de son travail. Il est fier d'être un marin, mais en tout cas, ce qu'on en voit ne donne pas vraiment envie, hein. Ouais, je pense qu'il y a une espèce de fierté de la force manuelle, d'être une vraie bête, une bête de travail, mais c'est sûr que c'est pas son revenu ou son statut social qui lui offre la renommée. Et en plus, pour rejoindre ce que tu disais sur Sisyphe, il y a cette scène où on leur dit de charger le charbon dans les cheminées, et une fois qu'ils ont terminé et qu'ils pensent pouvoir aller se détendre au sol, on leur demande de nettoyer, comme si c'était l'ultime affront. Ne quittez pas le bateau, vous êtes encore à moi pour quelques minutes, avant justement cette nuit de débauche. Moi, j'ai même eu l'impression, alors je sais qu'on n'est pas forcément d'accord sur ce sujet, donc on va débattre, que la vie de marin, elle ne s'arrêtait pas sur le bateau. Donc c'est peut-être hérité, effectivement, comme tu me le disais en off, du fait que les bars sur les quais, notamment les quais de New York, sont tous avec une thématique proche de la marine. N'empêche que quand Bill quitte son bateau, il rejoint un univers où il y a une barre de navigation, où il y a un filet. Mais j'irais même un tout petit peu plus loin. Il y a une scène qui, moi, m'a interloqué, c'est lorsqu'il l'a secouru Mahé et qu'il l'a conduit à la chambre de l'auberge. Il se réchauffe près du poêle, et un poêle donc pour chauffer la pièce. Et moi, ça m'a tout de suite rappelé, en fait, le four devant lequel il est quand il est sur le bateau. Il y a quelque chose qui m'a marqué si on reste sur les débuts du film avec ce passage quand ils débarquent du bateau, c'est que leur chef leur fait très bien comprendre que ils ont une permission pour la nuit, mais par contre qu'il leur a absolument interdit de revenir sous peine de double shift. Je sais pas comment c'était traduit en français, de double dose de travail. Et on voit très bien que le personnage de George Bancroft, c'est cause toujours tu m'intéresses. Première chose qu'il fait quand il arrive dans le bar, bon, et après avoir sauvé la fille, mais quand il se retrouve tout seul dans le bar, c'est qu'il prend un tonneau et qu'il boit l'ensemble du tonneau tout seul. On comprend bien qu'il n'y a pas de l'eau dans le tonneau, hein. Ouais. Mais c'est une vraie opposition qu'il y a avec le patronat Ouais. pendant au moins toute la première partie du film, parce que ça va même aller jusqu'au cou avec son patron. Et on a vraiment l'impression, je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi, mais que le film désacralise cette espèce de capitaine de bateau qui est dictatorial, parce qu'il y a aussi ce personnage de sa femme qui intervient. Oui, tout à fait. J'allais y venir parce que justement, il y a un vrai parallèle qui s'opère entre les deux hommes, puisque l'un et l'autre vont trouver une femme dans ce bar. L'un, sa femme légitime, et l'autre, sa future femme. Et l'un et l'autre vont se comporter de manière complètement différente avec leur bien-aimé. Et ce ne sera pas vraiment à l'avantage du capitaine. Non, c'est sûr. Et d'ailleurs, on se faisait la réflexion sur le Discord, une fois de plus, venez nous rejoindre.
qu'il y avait une notion de mariage qui était étrange autour de Bill et Mae, et la femme du capitaine y est associée plus ou moins lointainement. C'est-à-dire que Bill et Mae vont se marier, ils vont être réunis dans ce bar, et il y a tout un rite préparatif qui s'installe, qui est peut-être implicite, mais en tout cas, il y a cette femme, la femme du capitaine, qui épouse un peu le rôle de mère de Mae, qui va l'habiller, qui va refuser l'entrée dans la chambre à Bill. Et là, on retrouve un petit peu tous ces rites-là, alors que, je pense que tu seras d'accord avec moi, le mariage, il est que d'apparence. C'est un mariage d'opérette, en quelque sorte, qui est censé... c'est un moyen pour Bill de convaincre Mae de passer la nuit avec lui. Mais on sent en filigrane que ce mariage d'opérette, comme je disais, est un petit peu plus que ça, à cause du personnage de la femme du capitaine, qui, elle, ne peut pas s'empêcher de penser à son propre mariage raté et à souhaiter que ce mariage, même si elle n'y croit pas vraiment, soit un petit peu plus de fond que le sien. Il y a ce côté très joyeux du mariage de Bill et Mae qui est compensé par la mélancolie exprimée par la femme du capitaine. Oui, d'ailleurs, le film a une temporalité un peu étrange parce que finalement, ce que sont devenus le capitaine et sa femme, on peut imaginer parfaitement que si on n'avait pas cette fin sur laquelle on va venir très très rapidement, on peut penser que c'est ce qu'aurait pu devenir Bill et Mae, finalement, un marin qui n'est jamais là, une femme qui est délaissée, C'est et exactement ce qu'elle est un arrivée. mariage qui ne s'accomplit C'est pas. ça, c'est exactement ce qui serait D'ailleurs, il arrivé. y a cette ligne de dialogue. Et d'ailleurs, là, oui, la femme du capitaine exprime, j'espère vraiment que tu vivras un meilleur mariage que le mien, mais je n'y crois pas. Et effectivement, on comprend qu'elle est complètement désabusée par la vie qu'elle mène maintenant. Ça fait 3 ans qu'elle n'avait pas vu son mari. Alors, il faut évoquer peut-être ce qui va justement casser cette espèce de cercle vicieux, parce que c'est une espèce de cercle vicieux du malheur que nous montre le capitaine et sa femme, mais le film reste centré sur Bill et Mae, et justement, ils vont briser cette loi du malheur avec une scène du tribunal. Donc, pour expliquer un peu le contexte de l'histoire, au moment où Mae s'est jeté à l'eau, Bill est allé au mont-de-piété qu'il y avait sur le port. On a brisé la porte pour trouver des vêtements et les apporter à Mae, et on va condamner Mae pour avoir volé des vêtements. Bill aurait très bien pu partir en bateau et se défaire complètement de ce qui était une aventure d'un soir, mais par un acte significatif, Gray, peut-être que tu vas nous en parler, il va décider d'acter en quelque sorte ce mariage qu'on peut penser factice d'une façon bien particulière. Eh oui, on imagine que cette scène, il l'a vécue bien des fois auparavant, ce sacré Bill, mais là, une fois n'est pas coutume, il décide de revenir en arrière et de retrouver Mae, quitte à endosser la responsabilité du vol qu'il a accompli pour elle, et donc il se déclare coupable et il prend une peine de prison, mais une peine de prison qu'il accepte avec bon cœur en sachant que en tout cas, sa nouvelle épouse l'attendra à sa sortie. C'est plutôt une fin assez chouette, hein, happy end assez classique, je dirais, mais qui fonctionne bien parce qu'il est bien amené. Oui, puis je trouve ça intéressant de la part de Van Sternberg de justement défaire sa fin de l'univers maritime qu'on avait pendant tout le film. Là, on se retrouve devant le tribunal des hommes, c'est la première fois qu'on quitte le port, et c'est là que va prendre place donc cette action louable de la part de Bill. Il va accepter, comme tu le disais, d'endosser une peine, et il va le faire devant les hommes, et on imagine même presque facilement qu'il pourrait, bon alors je spécule, mais qu'il pourrait se défaire de sa vie de marin, C'est ça, en ou en fait. tout cas, on imagine en tout cas qu'il va rester proche de Il Mae. abandonne sa vie de marin, qui ne le mène à rien, en fait, qui l'amène de port en port, mais avec aucune attache. C'est vraiment le cliché du marin, hein, Bill. Mais il est temps, je pense qu'il se rencontre avec cette rencontre avec Mae, qu'il est temps que cette vie de bohème cesse et en tout cas, qu'il se donne une chance d'être heureux. Oui, c'est un peu le prolétaire qui choisit l'amour plutôt que le travail. Je trouve ça assez chouette pour l'époque de sous-entendre ça. Bon, j'extrapole peut-être là, je sais pas, mais en tout cas, moi, je l'ai ressenti un peu comme ça par moment quand même. Ah ouais, en tout cas, ça fonctionne bien. Les deux acteurs, ils sont pas pour rien. Ils sont très physiques, il y a énormément de jeux de regard entre les deux qui rendent toute cette histoire vraiment touchante et intéressante du début à la fin. Vraiment, alors on l'a pas précisé, mais pour nos éditeurs qui n'ont pas eu la chance de voir le film, on vous encourage à le faire et c'est très facile car il est disponible gratuitement sur YouTube. Effectivement. Et écoute, puisque tu as la parole, tu vas peut-être pouvoir nous parler de sa réception critique et publique et de ses récompenses. Eh ben écoute, il a bien été accueilli à sa sortie par la presse de l'époque.
Mais le film, malgré le fait qu'il ait eu un grand succès à sa sortie la première semaine à New York, quand il est sorti dans tout le pays, il est sorti en même temps qu'un autre film, Singing Fool, qui était le premier film parlant et qui a totalement occulté la sortie des damnés de l'océan, malheureusement. Donc, comme beaucoup de films de Van Sternberg, en tout cas au moment où ils sortent, ça a été un four. Et c'est le temps qui rendra ses lettres de noblesse au film, à tel point d'ailleurs que le film maintenant est entré dans le panthéon des films américains. Il est rentré à la librairie du Congrès et il est également dans la librairie Criterion, la prestigieuse librairie des Criterion, qui fait qu'on a pu voir le film cette semaine. Oui, par contre, tu sais qu'il n'y a qu'une récompense qui compte pour le monde du cinéma, c'est la note des réfracteurs que nous avons oublié de donner la semaine dernière pour Bienvenue Mr. Chen. C'était un 8 avec un coup de cœur. Ouais. En tout cas, un coup de cœur de ma part. Je ne sais pas si tu le mettais. Ouais, je mettais coup de cœur également. Ouais. Eh bien, je te propose de décerner une note cette semaine aux damnés de l'océan. Laquelle sera-t-elle pour toi ? Eh bien, écoute, vraiment une excellente surprise de mon côté. Je mets volontiers un très joli 7. Eh bien, je suis assez d'accord, un 7, parce que je pense que c'est un film qui a la force de sa pureté et de sa sincérité, et qui, moi, m'a beaucoup plu. Eh bien, écoute, le rituel, pour la deuxième fois en 2 semaines, va avoir lieu. Tu vas avoir l'infime honneur de nous tirer au sort le prochain film, celui que nous allons regarder ce week-end, une fois de plus, avec tous nos amis du Discord avec qui nous débattons et que vous pouvez rejoindre en cliquant sur le lien qu'il y a en description du podcast. Nous sommes tous suspendus à ton tirage au sort. Eh bien, figure-toi qu'il y a 1183 films dans la collection Criterion au jour d'aujourd'hui, on se parle. Eh bien, j'appuie sur le bouton et je tombe sur le numéro 733. Alors je change mon anglais et je file dans la collection Criterion pour voir le numéro 733. Eh bien, figure-toi. Je vous rappelle que quel que soit le film, nous sommes obligés de le voir, on ne peut pas changer. Non, pas de triche. Eh bien, le film numéro 733, c'est La Dolce Vita de Federico Fellini, sorti en 1960. Ah, très bien, très bien. On se plaignait la semaine dernière de ne faire que des films américains. Eh bien voilà, notre première incursion en Europe sera avec un film italien des années 60, avec La Dolce Vita de Fellini. Je pense que tu l'as déjà vu. Je l'ai jamais vu. Tu ne l'as jamais vu ? Eh bien, tu vas faire une magnifique découverte. Eh bien, je te jalouse. Ce sera vraiment l'occasion, c'est parfait. Eh bien, en plus, je peux te dire que, secret des réfracteurs, quand je vais dire à Oracle que ce week-end, nous regardons La Dolce Vita, il va y avoir double dose de tartiflette à la maison. Eh bien, nous vous remercions de nous avoir écoutés comme la semaine dernière. Nous vous donnons rendez-vous ce week-end. Enfin, évidemment, nous vous donnons rendez-vous toute la semaine pour suivre l'actualité des réfractaires. On va parler de cinéma asiatique sur le site par écrit, aussi de cinéma américain, d'actualité des sorties Blu-ray, mais aussi des films de patrimoine. Et nous vous donnons rendez-vous donc sur notre Discord, comme je vous l'ai dit plusieurs fois pendant le podcast. Cliquez sur le lien, rejoignez le Discord, venez vous joindre au débat du Ciné Club. C'est grâce à vous aussi qu'il existe. Et donc, cette semaine, un grand film avec La Dolce Vita. Merci Gray et merci pour tout ton travail préparatoire sur ce podcast qui a été comme toujours brillant. Ah ben écoute, merci à toi. Vraiment très heureux de cette découverte et très enthousiaste à l'idée de la prochaine découverte avec le film de Fellini. Et rejoignez-nous sur le Discord et puis à bientôt. À bientôt.